et Bastien Gouin, qui est aussi chargé d'études sur bêta-grossup, en tant que stagiaire pour le moment en bioingénierie. Donc, Novetech Surgery, c'est pas sorti de la cuisse à Jupiter, en fait, c'est a été fondé par un groupe d'associés qui avait à peu près 40 ans d'expérience dans le médical humain. Donc on a fondé la société assez récemment, il y a 1 an et demi, et on s'est spécialisé dans la ligamentoplastie vétérinaire, donc la chirurgie articulaire. On a tout un catalogue orthopédique qui a été construit autour de cela, grâce à notre réseau et grâce à notre savoir-faire donc développé en médecine humaine. Le but de Novetech, c'est d'être vraiment 100% spécialisé en vétérinaire. On n'a plus du tout de pont d'activité en humaine. En revanche, on veut transférer tout notre savoir-faire et transférer toutes les technologies qui ont été développées en humaine et les mettre à disposition des vétérinaires. Donc pour ça, on a travaillé longtemps avec le docteur Butin, donc qui, après en fait, sa résidence à l'école, sa résidence pour le Collège européen à l'école de Lyon à bêta-grossup, s'est mis en activité de chirurgie référée exclusive dans l'arc alpin, et avec qui on collabore depuis maintenant plusieurs années sur le développement donc, de solutions en ligamentoplastie vétérinaire, notamment donc, tout ce qui est réparation ligamentaire, tendineuses, genoux, hanches, etc. Mais ça, je vais laisser la parole aux professionnels pour vous présenter les travaux qui ont été réalisés. Donc, merci Victor pour cette présentation. Alors, on va parler effectivement de ligamentoplastie articulaire. C'est fascinant. Le mythe absolu à portée de main, peut-être. C'est en fait une nouvelle ère de recherche qui s'offre à nous, grâce à l'arrivée notamment de nouvelles technologies, dont on va parler tout à l'heure, alors qu'elles avaient été un peu lâchement abandonnées il y a déjà plus d'une décennie. Donc, c'est aussi un nouveau champ d'application de chirurgie qui nous tombe du ciel, qui tombe de Novetech, Surgery, et qui nous aide à résoudre parfois quelques problèmes qui étaient avant un peu insolubles, ou alors on utilisait des techniques qui étaient complexes quand même à mettre en œuvre. Donc nous allons parler ligamentoplastie, de reconstruction ligamentaire et tendineuse à l'aide d'implants synthétiques. Donc, ce que l'on va voir aujourd'hui, cela ne représente en fait que la moitié du travail que l'on a effectué jusque-là. Mais on vous promet qu'en 2019, on nous amènera beaucoup plus loin. Donc on a beaucoup de choses en cours, on a beaucoup de choses à l'étude, et donc on a beaucoup d'impatience de vous montrer tout ça. Sachez aussi que la plupart des études que vous allez voir qui sont actuellement en réalité en cours d'écriture et en cours de publication, donc je ne rentrerai pas toujours dans tous les détails des résultats pour cette raison-là. Voilà, donc le partenariat de recherche, comme Victor vous en a parlé, et Manu aussi, c'est Novetech Surgery, c'est une start-up effectivement qui nous a aidés, notamment par leur dynamisme et leur envie de remettre tout en cause, s'il fallait tout remettre en cause. Et donc c'est ça que j'ai apprécié, notamment c'est cette possibilité d'aller de l'avant. Donc ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, et on s'est vraiment attelé à essayer de dégager tous les points critiques de chaque technique chirurgicale qu'on a essayé de développer. Et pour cela, notamment, on a dû se tourner naturellement vers l'équipe de Lyon, à bêta-grossup avec Eric Villiers entre autres, et Thibaut Cachon, pour essayer de montrer, vous allez voir, comment résistent ces ligaments, et notamment vous allez voir que le gros point d'achoppement finalement de cette ligamentoplastie, c'est l'interférence entre la vis d'interférence, l'os et le ligament synthétique. Et c'est ça, c'est critique. Et donc l'équipe de Lyon, vous allez voir, nous a aidé à faire une étude en arrachement pour vérifier si le ligament tenait et quel montage il fallait obtenir. Les différents ligaments qui sont proposés par Novetech, c'est le Novalide, qui est essentiellement destiné à la reconstruction des ligaments. Il y a deux modèles qui résistent à des forces différentes, et le Novaten, également destiné, alors lui plutôt au tendon, la reconstruction tendineuse, et qui est également présenté en deux versions. Les caractéristiques de ce produit, c'est en fait du polyéthylène, c'est du haut poids moléculaire, et Novetech a choisi d'aller vers du grade médical,
Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi du non médical qui existait, ils voulaient le meilleur possible et donc ils sont allés vers du biocompatible. Sachez que cela était déjà implanté chez des milliers de patients humains, donc ce truc-là, on sait ce que c'est, on sait qu'il n'y a pas de réaction inflammatoire, on sait qu'on n'a pas de rejet, et donc on est plutôt safe dans cette utilisation. Dans la version avant qu'on avait, on avait des fibres libres au départ. On s'est débarrassé de ces fibres libres pour plusieurs raisons. Pour une facilité d'utilisation, pour aussi ne pas avoir de problème de coupure finalement de ces fibres libres à cause des vis éventuellement ou des frottements sur l'os, et aussi parce qu'on avait une grande variabilité interindividuelle chez les chiens. Donc on se retrouve avec des chiens de très, très petits gabarits ou des très grands gabarits, et donc adapter la longueur de ces fibres libres était trop complexe, donc on a préféré les enlever. Et voilà, donc on est passé sur un ligament qui est beaucoup plus simple finalement et beaucoup plus efficace. La résistance de ce ligament est accrue et avec un ligament plus fin par rapport aux technologies précédentes. Il est résistant à l'abrasion, c'est très important évidemment parce qu'il ne faut pas que ce ligament soit abîmé par les vis d'interférence ou par un frottement sur le tunnel osseux. Et puis, il est 3 fois plus solide que le polyester qui était la génération juste avant. Donc on est vraiment très très content de ce ligament pour cela. Il est rigide mais aussi très malléable, donc absolument facile à passer dans les tunnels, et il ne résiste pas à ce passage qui est quand même très important parce qu'on avait aussi d'énormes difficultés avec la génération d'avant. Donc ça c'est une belle amélioration. Les implants du passé, en humaine notamment, et leurs limites, dans les années 80-90, il y a eu beaucoup de prothèses, de squelettes, de biomatériaux et de stents qui ont été utilisés en humaine pour essayer justement de faire de la ligamentoplastie. Beaucoup de matériaux aussi ont été testés, les fibres de carbone, le Gore-Tex, le polyester entre autres, plus de 100 implants en réalité, avec énormément d'échecs. Avec des ruptures d'implants, malheureusement, des élargissements de tunnels, des glissements de prothèses, donc cela n'était pas suffisant. La dernière technique, qui marche d'ailleurs bien chez l'homme, mais malheureusement beaucoup moins bien chez le chien, c'est le LARS en humaine, qui a été utilisé par Alfort dans un premier temps, puis le STIF, qui a été utilisé par d'autres par la suite. C'est des nappes de polyester, la génération d'avant dont je vous parlais, avec malheureusement une résistance inférieure qui demandait d'avoir un gros diamètre de tendon pour avoir des résistances équivalentes, et du coup forcément un tunnel osseux beaucoup plus important. Donc cela amenait d'éventuels risques de fracture et des difficultés aussi au passage de la prothèse. Les fibres libres, l'argument principal avancé était notamment une potentielle recolonisation par les tissus de ces fibres. Malheureusement, nous ne considérons pas que c'est probablement suffisant, et notamment au niveau biomécanique, je pense que ça n'a pas de sens. Donc on a, pour cette raison-là, aussi évité les fibres libres. Comme je vous ai dit, j'ai déjà parlé de la variabilité individuelle, la diminution de versatilité, parce que vous allez voir qu'on n'utilise pas ce ligament uniquement dans le cadre du ligament croisé, mais aussi dans beaucoup d'autres indications. Ça, c'est la petite surprise que vous allez voir après. Le pourcentage de glissement aussi, malheureusement, était absolument phénoménal. Un Américain en Floride avait testé la technique et ils avaient près de 80% de glissement. Avec AgroSup et moi-même, on avait aussi des glissements tout à fait similaires au niveau de la prothèse. Les challenges que finalement on a dû relever, c'était d'abord dans la technique. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'avoir un bon implant, il faut aussi avoir une bonne technique. Il faut avoir une isométrie qui soit suffisante pour évidemment conserver l'amplitude articulaire, une bonne reproductibilité de la technique. Il faut que des débutants puissent faire cette technique, parce que tout le monde a été débutant un jour, donc même si peut-être qu'après on pourra enlever certaines étapes, au début il nous faut une méthode très précise et très bien déterminée, et un schéma de fixation. Il faut savoir quelle est la position du tunnel à utiliser, mais aussi le nombre de vis à utiliser, et donc tout ça va être détaillé par la suite. L'implant, vous l'avez compris, les meilleures résistances. Aujourd'hui, on n'a pas eu de résistance d'implant. Le petit diamètre de cet implant nous permet une versatilité de gabarit de patient qui est extraordinaire, vous allez le voir, et puis d'indication aussi. On arrive maintenant à l'appliquer sur presque toutes les articulations.
L'interface de la prothèse vis-os, il faut évidemment qu'elle soit suffisante, atraumatique pour le ligament, et aussi qu'elle soit suffisamment stable dans le temps. L'ancillaire proposé par Novetech, c'est une boîte autoclavable, des vis d'interférence, comme vous pouvez le voir, qui vont jusqu'au diamètre 4 mm, mais d'autres vont venir de diamètre encore inférieur, et, n'est-ce pas, Victor, et des tournevis cannulés à encryptage. Alors pourquoi cette technologie? D'abord parce que le cannulé nous permet en fait d'avoir un guide pour les vis, et donc de ne pas dévier de la trajectoire lors de l'implantation de la vis, et à encryptage pour faciliter encore l'axe, pour garder l'axe au maximum, à nouveau pour ne pas dévier de notre trajectoire. C'est très très important. Le viseur avec embout, alors la nouveauté extraordinaire qui sont faites, c'est qu'en fait on a plusieurs embouts, et cet embout-là, cette partie-là va être dédiée par pathologie. Donc on a déjà deux embouts qui ont été développés, et on en a encore un autre qui arrivera très prochainement. Les broches de 1 et 2 mm nous permettent, donc grâce au viseur, d'implanter sur le bon axe et le bon trajet que l'on souhaite. Et ensuite, on va mettre par-dessus une mèche cannulée qui va se guider sur cette mèche et nous permettre de faire le forage osseux définitif. Ensuite, on a des passe-files dédiés. Il y en a un là, que je vous montre, mais d'autres sont aussi en développement. Voilà, donc, le principe de la ligamentoplastie. On va parler d'augmentation ou de reconstruction des tendons et des ligaments. Il nous faut pour ça avoir une restauration de la stabilité, et bien sûr, l'ancrage va être essentiel pour que le montage puisse fonctionner. On veut une conservation d'amplitude articulaire avec une certaine isométrie, et bien sûr, le but définitif, c'est de préserver de l'arthrose secondaire. Et pour cela, la biomécanique, comme vous le savez, est absolument fondamentale, et l'inflammation qui est sous-jacente à cela. Les applications. Donc évidemment, vous attendez tous, j'imagine, le ligament croisé crânial, qui est la pathologie la plus fréquente en orthopédie, avec, comme vous le savez, ce n'est pas le même processus qu'en humaine. On a une dégénérescence progressive du ligament croisé. La plupart du temps chez des chiens de plus de 4 ans, on va dire, et on a 50% en général des ligaments croisés qui vont casser en contralatéral dans les 2 ans. Donc on va parler anatomie, je ne vais pas vous faire l'affront de vous redonner l'anatomie du ligament croisé. Pour certains, ils sont très très expérimentés dans la salle, je le sais, donc voilà. Par contre, petite photo quand même pour rappeler la vascularisation qui passe caudalement au grasset, avec la poplitée et la tibiale, qui émane bien sûr de la fémorale. C'est une artère qui, pour nous, pose problème lorsqu'on fait la TPLO. Je pense que vous êtes nombreux dans la salle à faire essentiellement de la TPLO à ce jour. On est en grande majorité. J'ai vu qu'il y avait des Belges, peut-être plus de TTA pour certains. Mais voilà, vous n'avez pas le problème pour la TTA. Mais voilà, ça, on n'en a pas besoin et on n'est pas embêté lors de cette ligamentoplastie intracapsulaire avec cette artère. On n'a pas eu de problème du tout. La fonction du ligament croisé, c'est pareil, on ne va pas redire ce que tout le monde sait, mais évidemment, on lutte contre un tiroir, contre en fait une avancée crânio-caudale tibia-fémur. On peut le tester lorsqu'il y a une rupture du ligament croisé par un signe du tiroir direct ou indirect, mais le ligament croisé, ce n'est pas que ça. Il y a aussi une lutte contre une rotation interne du tibia et aussi contre le valgus du tibia. Hein? Donc le point d'isométrie en humaine est vraiment au centre du ligament croisé, et les points d'isométrie d'insertion, il faut savoir qu'en fait c'est encore plus important en intra-articulaire. Pourquoi? Parce que le débattement finalement étant moindre, le moindre pourcentage d'erreur va être majoré de manière extraordinaire par rapport aux techniques extracapsulaires qu'on peut faire. Quand on a beaucoup de longueur, en fait l'erreur est beaucoup plus facilement corrigée. Le ligament croisé en humaine n'est pas autant en tension que chez le chien, notamment lors de la marche, alors que chez le chien, c'est tout à fait le contraire. Le ligament est quasiment tout le temps en contrainte. On estime plus ou moins à 72% du poids du corps environ, et environ 250 newtons lors d'une activité normale, on va dire, sans courir, sauter, etc.
Les faisceaux, il y en a deux, vous le savez. Il y a l'antéromédial qui est surtout en tension, en fait qui est en tension à la fois en flexion et en extension, mais il y a aussi le postérolatéral qui est, lui, surtout mis en contrainte lors de l'extension. Évidemment, quand on a une rupture, la nécessité, on préconise évidemment la chirurgie pour restaurer la stabilisation, la stabilité en fait, du grasset, et aussi limiter l'arthrose ou même des formations méniscales secondaires. Le but est de restaurer une fonction articulaire subnormale, et là, donc, évidemment, quel est l'idéal en tout cas chez le chien. Aujourd'hui, il y a deux approches majeures que Cousémus avait redit en 2005, mais c'est la stabilisation active, donc avec les changements biomécaniques qui s'en suivent pour la TPLO, la TTA, on peut en citer des dizaines, et les résultats, évidemment, sont supérieurs. Aujourd'hui, on considère cette technique et cette voie d'approche comme étant supérieure chez le chien. La stabilisation passive intra-articulaire, elle est aujourd'hui en devenir, donc on essaye effectivement de faire des avancées technologiques pour essayer d'arriver à faire une belle chirurgie et avec des résultats similaires. Les résultats fonctionnels donc, de la stabilisation active sont excellents. La TPLO, alors elle n'est pas supérieure nécessairement à la TTA, mais elle est surtout beaucoup plus utilisée de par le monde. Mais il y a des petits résistants comme les Belges et les Suisses qui utilisent énormément la TTA avec énormément de succès. Voilà, ça fait partie des choses qui marchent très très bien. La nouvelle venue à la mode, c'est la CDLO, et qui est particulièrement intéressante quand on a notamment des plaques de croissance encore présentes. Et les maquets modifiés qui, pour moi, restent un peu plus catastrophiques au niveau des complications, mais qui existent quand même. Voilà, les complications, on a des ruptures d'implants, des fractures, cela reste quand même excessivement rare depuis que les nouveaux implants sont là. On a des pivot shifts, éventuellement, des lésions méniscales post-opératoires, des luxations de rotule, des infections, il y a beaucoup d'autres complications qui peuvent exister, mais c'en est peut-être les principales. L'extracapsulaire, vous connaissez tous la Flo, bien sûr, de Madame Flo, qui est au Michigan State University, et puis le tightrope, qui est la dernière technique qui avait été mise en place par Arthrex et qui marche aussi très bien. C'est vrai que la plupart des gens le conservent, notamment pour les petits gabarits, malgré tout. Alors, donc une des limitations peut-être, c'est effectivement l'activité du chien, le poids du chien. Certains peut-être me contrediront. Mais voilà, ça reste peut-être un des problèmes, et notamment même Arthrex a fait un petit peu son nez au coup pas récemment, en disant que finalement ils avaient quand même des problèmes sur les gros chiens. Récupération un peu plus lente, développement de la fibrose, bien sûr. Une Flo, on sait qu'on n'attend pas nécessairement que le ligament reste à vie. Il peut casser, mais du moment que la fibrose est suffisante, eh bien, on aura quand même une stabilité du genou dans le long terme. Le problème au début, c'est qu'on utilisait beaucoup de tressés, avec quand même des complications majeures, dans le sens où c'était les principales, et qui nécessitaient des retraits. Aujourd'hui, il est vrai que le nylon avec les crimps, entre autres, on fait quand même une belle avancée sur le sujet. On va passer maintenant aux stabilisations intracapsulaires. Effectivement, la génération, il y a même 30 ans, déjà utilisait le fascialata. Les résultats, malgré tout, étaient quand même relativement aléatoires dans les publications, en tout cas, avec des récupérations plus lentes, des problèmes biomécaniques et probablement des facteurs biologiques en sont la cause. La technique décrite était entre autres l'over the top, avec un passage sur le condyle latéral et un retour ici et une fixation du ligament sur le condyle éventuellement. Alors pourquoi, du coup, une fixation intracapsulaire? Si celle-ci n'a pas marché, pourquoi aller à nouveau vers de l'intracapsulaire? Eh bien parce que c'est quand même le gold standard en humaine, c'est un peu le Graal, pour même l'imaginaire du vétérinaire, on se dit il faut qu'on y arrive. On n'est pas plus bête qu'en humaine quand même. Et donc voilà, on aimerait y arriver. Il y a évidemment une logique biomécanique qui sous-tend à ce principe, c'est qu'on a besoin de lutter non seulement contre les forces crânio-caudales, mais aussi contre les autres forces. Et ça, malheureusement, la TPLO, comme la TTA et toutes ces autres techniques, ne résolvent pas le problème. Le but aussi, c'est d'avoir du coup moins d'instabilité résiduelle, donc peut-être moins de problèmes par la suite, d'arthrose éventuellement. Les possibilités arthroscopiques, bien sûr, sont aussi
la grosse avancée, le gros avantage en fait, qui peut se dégager de cela. L'avantage du ligament synthétique maintenant, eh bien, en fait, c'est du prêt-à-porter, du prêt à insérer. Donc, beaucoup plus facile pour le chirurgien, pas de greffon à mettre en place, à nouer, à serrer. Donc, beaucoup plus facile. Une stabilité immédiate, donc on est complètement indépendant d'une quelconque cicatrisation osseuse ou une cicatrisation fibrotique. Finalement, au bout de 2 semaines de cicatrisation de la capsule articulaire, etc., on a envie de dire que bon, le chien peut presque, alors il ne peut pas revenir à la normale tout de suite, parce qu'il y a quand même besoin d'une rééducation, mais c'est vrai qu'on a moins de contraintes que sur une TPLO ou une TTA, où on a besoin quand même de 2 mois de cicatrisation osseuse, sinon ça reste fragile. La diminution progressive, dans la diminution de la progression de l'arthrose et des lésions méniscales post-chirurgicales, c'est aussi une hypothèse qu'on pourrait émettre. Est-ce que finalement, avec un ligament intracapsulaire, on pourrait résoudre ça en TPLO? C'est vrai qu'on écrit plus ou moins 5% de lésions méniscales post-chirurgicales, donc c'est quand même pas anodin. Donc est-ce qu'une stabilisation serait supérieure en intracapsulaire que les stabilisations actives? Les désavantages du ligament, eh bien, c'est l'interface ligament-vis-os qui reste ce point faible, en tout cas un point de faiblesse potentielle. C'est pour ça qu'on a effectivement investigué ce problème-là. La qualité osseuse aussi, on ne peut pas passer à côté du fait qu'il y a forcément des variations interindividuelles, notamment aussi que l'épiphyse est plus fragile que peut-être des corticales qui sont un peu plus basses dans la diaphyse. Des infections potentielles, c'est quand même du tressé, on parle de ligaments tressés, donc il faut quand même faire extrêmement attention à ça. Cela pourrait avoir des conséquences sur une ovalisation du tunnel osseux, sur une perte d'adhérence et sur des glissements, bien sûr, de la prothèse. Pour cela, on vous recommande d'utiliser et de faire énormément de prévention, d'utiliser peut-être de l'IOBAN, faire une irrigation très abondante et utiliser des antibiotiques péropératoires. Je vais même jusqu'à suturer l'IOBAN à la peau pour être certain qu'on n'en ait jamais de contact entre la peau et le ligament. On peut aussi utiliser des agrasses pour aller plus vite, chirurgicales. La résorption osseuse dans le temps et sa stabilité, c'est aussi une question qui est posée. Et le temps chirurgical, qui, comme vous allez le voir, est quand même supérieur à la TPLO, mais vous devez vous douter qu'il y a une courbe d'apprentissage, comme pour toute technique chirurgicale. Vous avez tous mis plus de temps au début que vous avez fait de la TPO ou de la TTA, et donc maintenant vous avez au moins cassé le temps en deux, j'imagine. Donc voilà, c'est quand même une marge de progression qui existe. Donc on a essayé d'étudier la technique sous toutes ses coutures. On a essayé de valider les différentes étapes de la technique en essayant de faire une étude de risque, finalement, de tous les points critiques. Alors, on part déjà par le tunnel fémoral, avec le tunnel tibial aussi, le ligament, et comme vous allez le voir, en fait, il est à 4000 voire 8000 newtons, donc ce n'est pas lui qui est le point de faiblesse, puisque le ligament natif, on l'a testé, vous allez voir tout à l'heure dans une étude, et en réalité, le ligament natif s'arrache à 800 newtons. Donc à la limite, on n'a pas besoin de monter aussi fort. Le problème, c'est que le ligament pourrait perdre des fibres, se déchirer dans le temps, donc on préfère faire le plus que le moins, pour le moment en tout cas. Insertion de la vis, bien sûr, il faut éviter des risques de fracture de l'os lors de l'insertion, et cette interférence dont on a parlé et que l'on va tester. Le tunnel fémoral, donc on a évalué à la fois sur cadavre et sur scanner, on a montré, regardez comme la loge d'insertion du ligament est tout à fait caudale pour le ligament croisé au niveau du fémur, et donc on a essayé de calculer par rapport à la longueur du fémur la sortie du tunnel sur toute une série de chiens, et on a eu un calcul moyen d'à peu près 65%, voire un petit peu moins suivant les chiens, mais on essaye d'être effectivement à 60% de la longueur, voire un petit peu plus. La variabilité individuelle était relativement faible. Pour le tunnel fémoral, donc, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on est tellement en arrière qu'il est relativement impossible ou difficile, en tout cas, d'arriver parfaitement dans la bonne loge. Si vous contrôlez sous scanner,
c'est compliqué de le faire autrement qu'en outside-in, et donc cela, évidemment, nécessite l'utilisation d'un viseur. Donc, vous voyez, si vous voulez essayer de faire un forage, alors évidemment, vous pouvez faire un forage comme cela, beaucoup plus long et beaucoup plus tangentiel, en pliant énormément le genou, et on en discutait tout à l'heure avec Philippe Ledoz, eux ils utilisent plus effectivement la technique en intra-capsulaire depuis inside out, mais le problème c'est qu'ils sont quand même malgré tout obligés de couper le ligament méniscal, voilà, interméniscal, pour y arriver. Donc du coup c'est quelque chose qu'on aimerait nous éviter, surtout que l'utilisation d'un viseur nous permettra la facilitation de l'arthroscopie. Donc à terme, de toute façon, c'est quelque chose que l'on veut absolument mettre au point. Et donc c'est ce que l'on a fait pour avoir une bonne insertion fémorale. Et c'est un point d'isométrie essentiel. C'est-à-dire que si vous n'allez pas suffisamment caudal, eh bien, vous ne lutterez pas suffisamment contre votre tiroir. Donc on a montré ça, qu'effectivement sur cadavre, en inside out, on était plutôt proche des 53%. Donc c'est quand même beaucoup moins bien que de le faire dans le bon sens. Donc outside in avec un viseur. La répétabilité du point de sortie a été excellente grâce à ce viseur que l'on a fait. Et cela, bien sûr, sera essentiel pour le développement arthroscopique et l'utilisation sous arthroscopie. Le tunnel tibial, vous savez à peu près où se situe l'insertion, évidemment, de l'anthèse tibiale du ligament croisé crânial. On l'a montré à la fois sur différents modèles, et l'insertion est tout à fait légèrement caudale à la corne crâniale du ménisque médial, hein, et légèrement crânialement à l'éminence intercondyliale médiale. Donc c'est quand même relativement précis, et il est vrai qu'il est très intéressant de sortir au bon endroit, et surtout aussi de pouvoir juger de la sortie à ce niveau-là. C'est-à-dire que sortir trop près de la crête tibiale n'est pas intéressant, et pourrait même provoquer des complications par la suite. Donc on préconise quand même l'utilisation du viseur. Mais c'est ce que l'on remarque ici, hein, c'est que de toute façon l'anthèse malgré tout est plus facile à atteindre grâce à ce viseur, elle est beaucoup plus répétable, et on a une portion du tunnel distal, hein, une sortie distale qui est relativement proche de l'insertion du ligament collatéral médial, qui est à peu près ici. Encore une fois, une facilitation pour l'arthroscopie. Donc voici ici sur cadavre l'utilisation de ce viseur, avec un viseur qui est légèrement biseauté sur cet implant, sur ce viseur, hein, et un petit crochet qui vient nous permettre de passer exactement au bon endroit. L'insertion des vis, donc j'ai fait le compte un peu de toutes les vis que j'ai pu insérer à la fois sur cadavre, sur cas, et pas seulement sur les ligaments croisés crâniaux, mais aussi sur toutes les autres techniques qu'on a inventées ces dernières années. Et il se trouve que la plupart sont quand même monocorticales, certaines sont bicorticales. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même faire attention. Je préconise la mesure systématique de ce tunnel, de la longueur du tunnel osseux. Pourquoi ? Pour avoir la possibilité de choisir la bonne longueur de vis. Idéalement, on prend la plus petite vis parce qu'on considère que des vis monocorticales suffisent. Mais si jamais la plus petite vis devait atteindre le transcortex, il faut que vous le sachiez, parce qu'à ce moment-là, même si on le préconise tout le temps, il sera particulièrement intéressant et obligatoire d'utiliser une broche souple qui est cannulée dans la vis d'interférence, mais qui est cannulée aussi dans le tournevis à empiquetage, et qui va nous permettre de guider cette vis dans le transcortex sans faire d'infraction dans le transcortex. Parce que le risque, effectivement, c'est la fracture. Et déjà, rien que le fait d'avoir